6 juin 1944. Quelque part au large des côtes normandes, un jeune fantassin américain est accroupi dans un engin de débarquement. L'eau de mer claque contre la rampe. Dans 30 secondes, cette rampe s'abaissera. Dans 31 secondes, il courra vers une plage balayée par les tirs de mitrailleuses. Son fusil est réglementaire. Ses bottes sont réglementaires. Mais les 1,3 kg d'acier au manganèse Hadfield, pressés contre son crâne, sont peut-être la seule chose qui se dresse entre lui et un éclat de mortier allemand filant à plus de 200 mètres par seconde. Voici le casque en acier M1. Coût de fabrication, environ $2. Vie sauvée, incalculable. Ce fut l'équipement de protection individuelle le plus produit de l'histoire militaire américaine. Plus de 22 millions d'exemplaires furent emboutis dans l'acier entre 1941 et 1945 seulement. Pourtant, la plupart des gens aujourd'hui n'ont jamais entendu l'histoire de sa création. L'histoire d'un conservateur de musée qui étudia les armures médiévales et appliqua ses leçons à la guerre moderne. L'histoire d'une usine de radiateurs à Détroit qui reconvertit ses chaînes de production du jour au lendemain pour protéger la tête des soldats américains. L'histoire d'un casque si polyvalent, si increvable, que les troupes l'utilisaient pour cuire leurs rations, laver leurs chaussettes, creuser des trous individuels et s'asseoir dessus pendant les pauses. Voici l'histoire du casque à $2 qui a protégé plus de soldats que n'importe quel blindage jamais distribué par l'Amérique. Et voici comment il a changé à jamais le visage de la guerre moderne. Revenons en 1917. Les soldats américains débarquent en masse dans les tranchées françaises, coiffés de casques empruntés aux Britanniques. Le M1917, une variante du casque Brodie avec son large bord et sa calotte peu profonde. Il ressemble à un moule à tarte retourné et bien qu'il offre une protection décente contre les éclats tombant du ciel, il laisse les côtés et l'arrière de la tête dangereusement exposés. Les obus d'artillerie explosent dans la boue. Les éclats se projettent horizontalement. Et les soldats américains meurent de blessures que le casque n'a jamais été conçu pour prévenir. Après l'armistice, le département de la guerre sait que quelque chose doit changer. Il se tourne vers un expert inattendu, un nommé Bashford Dean, conservateur des armures au Metropolitan Museum of Art de New York. Dean avait passé des décennies à étudier le combat médiéval. Il comprenait comment les chevaliers se protégeaient sur des champs de bataille qui, à bien des égards, ressemblaient aux tranchées du front occidental. Combats rapprochés, projectiles venant de toutes les directions, nécessité d'une protection s'étendant au-delà du sommet du crâne. Entre 1917 et 1918, Dean conçut une série de casques expérimentaux, chacun s'inspirant de siècles de guerre blindée. Son modèle numéro 5 offrait une protection considérablement améliorée sur les côtés et l'arrière du crâne, mais les officiels militaires le rejetèrent. Sa forme ressemblait trop au casque allemand Stahlhelm. Les soldats américains, argumentèrent-ils, avaient besoin d'un casque qui ait l'air distinctement américain. Dean mourut en 1928 sans avoir jamais vu son travail atteindre le champ de bataille. Mais ses conceptions ne moururent pas avec lui. En 1940, alors que la guerre ravageait l'Europe et que le Pacifique menaçait de s'embraser, le bureau de l'infanterie de l'armée examina de nouveau les prototypes rejetés de Dean. Le major Harold Sydenham mena l'effort pour créer quelque chose de nouveau. L'équipe prit le M1917 comme point de départ, en retrancha le large bord et ajouta une visière et des extensions en forme de jupe pour protéger l'arrière et les côtés de la tête. Ils remplacèrent le système de coiffe rudimentaire par quelque chose de révolutionnaire, un insert en plastique dur séparé qui s'emboîtait à l'intérieur de la coque en acier. Cette conception en 2 parties signifiait que les soldats pouvaient retirer le pot en acier pour les corvées tout en gardant la coiffe pour le confort. Cela signifiait que les coiffes endommagées pouvaient être remplacées sans mettre au rebut le casque entier. Cela signifiait une polyvalence qu'aucune conception précédente n'avait offerte. Le prototype fut désigné TS3. Les ingénieurs de la McCord Radiator and Manufacturing Company à Détroit produisirent les premiers exemplaires en acier au manganèse Hadfield, un alliage spécial contenant environ 12% de manganèse et 1% de carbone. Cet acier avait une propriété remarquable. Il durcissait sous l'impact.
Lorsqu'il était frappé par un éclat d'obus ou une balle, la structure moléculaire du métal se transformait, devenant plus résistante au point de contact. Un casque qui devenait plus solide à mesure qu'il encaissait des coups. Les tests dépassèrent toutes les attentes. Le TS-3 pouvait arrêter une balle de pistolet calibre 45 à bout portant. Le 9 juin 1941, l'armée approuva la conception. Elle le désigna casque acier M1. La production commença 5 mois avant Pearl Harbor. McCord Radiator, l'entreprise de Détroit qui avait passé des décennies à fabriquer des systèmes de refroidissement pour automobiles, convertit ses chaînes de montage pour emboutir des pots en acier par milliers. Des ouvriers qui avaient plié des tubes de cuivre pour Ford et Chevrolet pressaient désormais des feuilles d'acier au manganèse pour leur donner la forme de bol caractéristique qui deviendrait synonyme du soldat américain. Le processus était un miracle d'ingénierie. Chaque casque était formé à partir d'une seule feuille d'acier emboutie à une profondeur de 18 cm en une seule presse. Pas de soudure, pas de point faible, juste une coque continue et lisse en alliage trempé. En 1943, la demande avait dépassé même la capacité de McCord. Un second fabricant, la Schlueter Manufacturing Company de Saint-Louis, rejoignit l'effort. Ensemble, ils produisirent des casques à un rythme qui défiait l'imagination. Rien qu'en 1943, les usines américaines emboutirent plus de 7,6 millions de casques M1. C'est près de 21 000 casques par jour, chaque jour pendant une année entière. L'acier provenait de la Carnegie Steel Company et de la Sharon Steel Corporation en Pennsylvanie. Chaque lot recevait un numéro de traitement thermique unique, estampillé à l'intérieur du casque pour permettre la traçabilité. Si un lot particulier présentait des défauts, les inspecteurs pouvaient retrouver chaque casque fabriqué à partir de cet acier et le retirer du service. Un contrôle qualité à une échelle sans précédent dans la production militaire. Lorsque les troupes américaines prirent d'assaut les plages de Normandie le jour J, presque chaque soldat portait un M1. 160 000 soldats alliés débarquèrent sur ces plages le 6 juin. Le casque les protégea des débris tombant du ciel, des éclats d'obus, des 1000 morceaux de métal tourbillonnants qui transformèrent le sable en champ de mort. Les rapports médicaux de la campagne confirmèrent ce que les ingénieurs avaient espéré. Les traumatismes crâniens chutèrent dramatiquement par rapport au conflit précédent. Des soldats qui seraient morts d'éclats d'obus pendant la Première Guerre mondiale survécurent parce qu'un bol d'acier au manganèse d'1,3 kg déviait les fragments qui autrement auraient transpercé leur crâne. Mais le M1 n'était jamais conçu pour arrêter des balles de fusil à courte portée. Aucun casque en acier ne le pouvait, pas sans peser si lourd qu'un soldat aurait à peine pu lever la tête. La physique ne le permettait tout simplement pas. Une balle de 7,92 mm d'un Mauser allemand voyageait à près de 850 mètres par seconde. Arrêter une telle énergie aurait nécessité un blindage trop lourd pour qu'un fantassin puisse le porter. Au lieu de cela, le M1 était conçu pour faire quelque chose d'aussi important, dévier les tirs obliques, ralentir les fragments en rotation, donner aux soldats une chance de survivre aux tirs indirects qui causaient la plupart des pertes sur le champ de bataille. Et il fit autre chose, quelque chose qu'aucun concepteur n'avait anticipé. Il devint l'équipement le plus polyvalent de l'équipement du soldat américain. La construction en 2 parties était la clé. Retirer la coiffe en plastique, et soudain la coque en acier se transformait en seau. Tenez-le sous un ruisseau et il pouvait recueillir plus de 3 litres d'eau. Posez-le sur un rocher et il devenait une cuvette pour se raser ou laver ses chaussettes. Remplissez-le de neige, placez-le sur un petit feu, et les soldats pouvaient faire bouillir de l'eau pour le café. Bien que officiellement déconseillé, car une chaleur excessive pouvait affaiblir la trempe de l'acier, les troupes le faisaient quand même. Quand on gèle dans un trou individuel dans les Ardennes, les règlements importent moins que la survie. Le casque servait aussi de pelle. Son bord incurvé pouvait gratter la terre meuble pour creuser un trou ou une latrine. Il servait de siège quand le sol était trop humide ou rocailleux pour s'asseoir directement. Il devenait un oreiller, un bol pour mélanger les rations, un récipient pour transporter des fournitures. Un vétéran décrivit faire cuire des œufs dans son pot en acier sur un feu de comprimé de combustible. Un autre se souvint d'avoir utilisé son casque pour écoper l'eau d'une position de combat inondée pendant une mousson dans le Pacifique.
La coiffe elle-même avait des usages au-delà de la protection de la tête. La police militaire portait la coiffe seule en réglant la circulation. Les instructeurs à l'entraînement les utilisaient comme couvre-chef de travail. La coque en fibre légère offrait une protection contre les chutes et les chocs sans le poids de l'ensemble en acier complet. Après la guerre, les coiffes chromées devinrent des objets de cérémonie portés par les gardes d'honneur et les unités de parade. Mais le vrai test de tout équipement militaire, c'est le combat. Et dans le creuset de la Seconde Guerre mondiale, le M1 prouva sa valeur encore et encore. Considérez la bataille des Ardennes. Décembre 1944. Les forces allemandes lancent une offensive surprise à travers la forêt ardennaise. Les troupes américaines, prises au dépourvu dans des conditions glaciales, mènent des actions de retardement désespérées. Les tirs d'artillerie sont constants. Les barrages d'obus s'abattent sur les positions exposées. Dans ces conditions, le M1 sauva des vies par centaines. Des fragments qui auraient été létals ricochèrent sur l'acier incurvé. Des soldats émergèrent des bombardements, secoués mais vivants. Leurs casques étaient bosselés et marqués, mais intacts. Dans le Pacifique, le casque faisait face à d'autres défis. Humidité de la jungle, embrun salé lors des débarquements amphibies, température pouvant causer des coups de chaleur aux soldats portant un équipement lourd. Le poids du M1, environ 1,3 kg avec la coiffe, était un fardeau sous les tropiques, mais la protection qu'il offrait contre les tirs de mortier japonais et les tirs de sniper le rendait indispensable. Les Marines à Iwo Jima, les soldats à Okinawa, tous comptèrent sur cette coque d'acier pour traverser certains des combats les plus intenses de la guerre. Quand la guerre prit fin, la production s'arrêta presque du jour au lendemain. Les usines qui avaient tourné 3 équipes devinrent silencieuses. Les ouvriers qui avaient passé 4 ans à emboutir de l'acier rentrèrent chez eux. Le décompte final était stupéfiant. Plus de 22 millions de casques M, un produit pendant la Seconde Guerre mondiale seulement. Plus que tout autre équipement de protection individuelle de l'histoire militaire américaine. Mais l'histoire ne s'arrêta pas en 1945. Lorsque les forces nord-coréennes franchirent le 38e parallèle en juin 1950, les troupes américaines saisirent à nouveau le pot en acier. Beaucoup des casques distribués pendant la guerre de Corée étaient les mêmes que ceux fabriqués pendant la Seconde Guerre mondiale, sortis du stock, nettoyés et renvoyés en service. La conception n'avait pas changé. La protection n'avait pas diminué. Près d'une décennie après avoir été embouties, ces coques d'acier au manganèse déviaient encore les éclats et sauvaient des vies. Puis vint le Vietnam, un autre type de guerre. Guerre de jungle, embuscade, engins explosifs improvisés. Le M1 s'adapta. Les soldats enveloppaient leurs casques de housse de camouflage à motifs réversibles vert et marron. Ils ajoutaient des bandes élastiques pour tenir moustiquaires, munitions supplémentaires, cigarettes ou cartes à jouer. Le casque devint une toile pour l'expression personnelle. Les soldats y écrivaient des slogans, dessinaient des symboles, attachaient des porte-bonheur. Le pot utilitaire se transforma en une déclaration d'individualité dans une guerre qui réduisait souvent les hommes à des statistiques. À travers la Corée et le Vietnam, le M1 servit sans refonte fondamentale. La coiffe évolua légèrement. La fixation de la jugulaire passa d'anneaux fixes à des attaches pivotantes. Mais le concept de base, une coque en acier Hadfield protégeant une coiffe séparée, resta inchangé pendant plus de 40 ans. Ce n'est qu'en 1985 que l'armée américaine retira finalement le pot en acier au profit du casque PASGT, une nouvelle conception en fibre d'aramide Kevlar. Le nouveau casque pesait à peu près le même poids, mais offrait une protection balistique significativement meilleure. Il pouvait arrêter des menaces que le M1 n'aurait jamais pu. Mais les soldats qui avaient grandi avec le pot en acier pleurèrent son départ. On ne pouvait pas cuisiner avec un casque en Kevlar. On ne pouvait pas l'utiliser comme cuvette. Le nouveau casque offrait une meilleure protection, certes, mais il manquait de la robuste polyvalence qui avait fait du M1 une légende. Aujourd'hui, les casques M1 d'origine sont prisés des collectionneurs. Les vétérans les exposent comme des reliques de leur service. Les musées les présentent comme des icônes de l'histoire militaire américaine. La silhouette distinctive, ce bol incurvé avec sa légère visière et ses côtés descendants, reste l'une des images les plus reconnaissables du soldat américain.
Et dans les installations militaires du monde entier, des coiffes M1 chromées apparaissent encore dans les unités cérémonielles, un hommage discret au casque à 2 $ qui a protégé plus de soldats américains que n'importe quel blindage jamais distribué. 22 millions de casques, 4 conflits majeurs, 44 ans de service en première ligne, de la planche à dessin d'un conservateur de musée qui étudia les chevaliers médiévaux aux plages de Normandie, en passant par les collines gelées de Corée et les jungles du Vietnam, le casque en acier M1 témoigne de la puissance industrielle américaine et de l'ingéniosité pratique. Il n'a jamais été chic, jamais glamour, juste 1,3 kg d'acier trempé et une coiffe en plastique. Mais il a fonctionné. Il a protégé. Il a sauvé des vies quand rien d'autre ne le pouvait. La prochaine fois que vous verrez cette silhouette distinctive dans une photo de guerre ou une vitrine de musée, souvenez-vous de l'histoire derrière elle. Les concepteurs qui étudièrent des siècles d'armure pour créer quelque chose de nouveau. Les ouvriers d'usine qui emboutirent 21 000 casques par jour pendant des années. Les soldats qui les portèrent au combat, qui y cuisinèrent, s'y lavèrent, y dormirent et leur confièrent leur vie. Le casque M1, 2 $ d'acier et de génie. Une icône américaine forgée dans les feux du conflit le plus meurtrier de l'histoire humaine.